En 238 après Jésus-Christ, un garçon de seulement 13 ans devint l'homme le plus puissant du monde connu. Mais le prix qu'il paya pour le trône de l'Empire romain fut si terrible, si inhumain, qu'il allait changer à jamais l'histoire de Rome. Voici l'histoire vraie de Gordien III, le plus jeune empereur de Rome, et comment son propre oncle l'a victime des pires abus pour conserver son pouvoir. Une histoire que les livres d'histoire préfèrent occulter. Si les histoires vraies les plus sombres de l'humanité vous choquent, abonnez-vous et sonnez la cloche, vous découvrirez aujourd'hui une vérité terrifiante. Rome, 225 après Jésus-Christ. Dans une luxueuse villa aux abords de la ville éternelle, au milieu de jardins rivalisant avec les Champs-Élysées, naquit Marcus Antonius Gordianus, le futur Gordien III. Mais personne, absolument personne, à cette aube dorée, n'aurait pu imaginer le sort horrible qui attendait cet enfant angélique. La villa gordienne s'élevait majestueusement sur les collines surplombant le Tibre. Ses colonnes de marbre de Carrare brillaient telles des perles sous le soleil méditerranéen, tandis que les jardins suspendus, inspirés de ceux de Babylone, créaient un paradis terrestre où l'aristocratie romaine déployait sa puissance et son raffinement. C'est ici, parmi les fontaines cristallines et les statues des dieux de l'Olympe, que Gordien passa ses premières années. La brise méditerranéenne caressait les jardins de marbre, où le petit Gordien jouait parmi les statues des dieux antiques. Ses boucles dorées, semblables à des fils d'or pur tissés par les parcs elles-mêmes, brillaient au soleil romain, tandis que ses précepteurs grecs, les plus sages de l'Empire, lui enseignaient le latin, la rhétorique, la philosophie stoïcienne et les arts de la guerre. Gordien n'était pas un enfant ordinaire. Il était le fils de Marcus Antonius Gordianus Sempronius de Rome, ancien prêteur et consul, et descendant direct de l'empereur Gordien. Sa lignée remontait aux plus nobles familles patriciennes de Rome. Son éducation avait été soigneusement conçue par les meilleurs éducateurs de l'Empire. À 5 ans, il récitait déjà des passages entiers de l'Énéide de Virgile. À 8 ans, il maîtrisait le grec classique et pouvait débattre philosophiquement avec des érudits adultes. Gordien était différent, extraordinairement différent, non seulement par sa beauté angélique, qui attirait l'attention des hommes et des femmes de la cour tandis qu'il parcourait les couloirs de marbre, mais aussi par son intelligence précoce, qui étonnait même les sénateurs les plus expérimentés. À l'âge de 10 ans, il maîtrisait parfaitement 3 langues. Il avait mémorisé l'intégralité des discours de Cicéron et pouvait réciter par cœur les métamorphoses d'Ovide. Les journées de Gordien étaient remplies de leçons matinales avec ses précepteurs, d'entraînement d'escrime avec d'anciens gladiateurs devenus ses professeurs particuliers, et d'après-midi consacrés à l'étude des arts. Sa voix claire et mélodieuse résonnait dans les couloirs tandis qu'elle récitait des poèmes. Ses mouvements gracieux et élégants rappelaient ceux d'une statue grecque prenant vie. Elle était, à tous égards, la personnification de l'idéal romain de beauté, d'intelligence et de noblesse. Mais il y avait en elle quelque chose de plus fatigant et de troublant. Sa beauté avait un côté androgyne qui fascinait et déroutait ceux qui l'observaient. Ses traits délicats, ses grands yeux expressifs, sa police comme du marbre poli tout en lui suscitaient l'admiration, mais aussi des désirs moins purs. Pourtant, dans l'ombre du palais impérial, des regards observaient le garçon avec un intérêt qui dépassait l'amour familial. Calus Julius Verus Maximinus, frère cadet de la mère de Gordien, avait rapidement gravi les échelons de la hiérarchie romaine après une série d'assassinats politiques qui avaient ensanglanté les couloirs du Sénat et les marches du Capitole. Maximinus était tout le contraire de son neveu. Là où Gordien rayonnait de pureté et d'innocence, Maximinus émanait une noirceur palpable. Grand et costaud, le visage barré de cicatrices telles des cartes de bataille perdues, il avait accédé au pouvoir par la violence, la manipulation et la trahison. Ses mains, tachées du sang des sénateurs et des patriciens qui s'étaient opposés à ses ambitions, se tendaient maintenant vers son neveu avec des intentions qui le faisaient chavirer. Ce que Maximin voyait en cet enfant prodigieux n'était pas un neveu à protéger et à guider. Il voyait un outil parfait, une pièce d'échec humaine qu'il pouvait modeler, briser et utiliser pour consolider son pouvoir de la manière la plus perverse et la plus tordue imaginable. Les premiers signes de l'horreur à venir apparurent subtilement. Maximinus commença à visiter plus fréquemment la villa gordienne, toujours sous des prétextes officiels d'inspection de sécurité, réunions de famille,
consultation sur l'éducation de l'enfant, mais ces visites se prolongeaient tard dans la nuit et se terminaient toujours, invariablement, dans les appartements privés de Gordien. Lors des nuits romaines parfumées, alors que les torchers à l'huile d'olive éclairaient faiblement les couloirs de marbre, créant des ombres dansantes qui semblaient présager le malheur, Maximin commença à visiter les appartements du garçon. Au début, ce furent des leçons de pouvoir, comme il les appelait avec un sourire qui n'atteignait pas son regard froid et calculateur. Les parents de Gordien, confiants dans l'autorité et le statut de Maximin, ne remettaient pas en question ces visites nocturnes. Après tout, qui mieux que le frère de la famille pouvait préparer le futur héritier aux subtilités du pouvoir romain? À cette époque, les hommes adultes encadraient traditionnellement les jeunes hommes dans tous les aspects de la vie, y compris les plus intimes. Le pouvoir ne s'hérite pas comme n'importe quel autre héritage, Gordien, murmura Maximin à son oreille, sa voix ruisselante de miel empoisonné tandis que le garçon tremblait involontairement sous son regard pénétrant. Il s'acquiert par la ruse, se maintient par le sang et se consolide par la soumission absolue de ceux qui nous entourent. Et toi, mon cher neveu, tu apprendras à te soumettre bien avant d'apprendre à commander. Ces mots, prononcés dans l'intimité d'une pièce à peine éclairée par la lumière vacillante d'une lampe à huile, allaient marquer le début d'un cauchemar qui allait durer des années et transformer un enfant brillant et plein d'espoir en victime silencieuse du pouvoir le plus corrompu et le plus impitoyable. En 238 après Jésus-Christ, l'Empire romain était en proie à de multiples crises qui menaçaient de détruire 5 siècles de domination mondiale. Le Sénat romain, cette institution légendaire qui avait régné sur le monde connu, était au bord de la panique. Les rébellions se répandaient comme une peste dans toutes les provinces de l'Empire, des brumes de Bretagne aux sables brûlants d'Égypte. Les barbares germaniques pressaient les frontières de l'anneau telle une tempête implacable, et Rome avait un besoin urgent d'un empereur capable d'unifier les légions dispersées et de restaurer l'ordre qui avait fait la grandeur de l'Empire. La situation avait atteint des proportions catastrophiques. Dans les provinces africaines, une rébellion massive avait entraîné la mort violente de Gordien et de Gordien Ier, respectivement grand-père et oncle du jeune garçon. Leurs corps mutilés avaient été retrouvés sur les marches du temple de Jupiter à Carthage, portant des traces évidentes de torture et d'humiliation publique. La nouvelle de leur mort était parvenue à Rome, portée par des messagers couverts de poussière et de sang, créant une onde de choc au Sénat. La crise avait atteint son paroxysme. Rome, la cité éternelle qui avait conquis le monde connu, était au bord de l'effondrement. Gordien et Gordien II, figures respectées et aimées du peuple, avaient été brutalement assassinés lors d'une révolte sanglante dans les provinces africaines. L'Empire avait désespérément besoin de continuité dynastique et de légitimité impériale, et il ne restait qu'un seul héritier direct de la noble lignée gordienne, un garçon d'Aax en grave peine 13 ans dont l'innocence allait être sacrifiée sur l'autel du pouvoir politique. Lors de réunions secrètes du Sénat, tenues aux heures les plus sombres du matin pour éviter les oreilles indiscrètes des espions et des conspirateurs, les sénateurs les plus puissants débattaient de l'avenir de l'Empire avec un désespoir proche de l'hystérie. Les options étaient limitées et toutes dangereuses. Proclamer empereur un général susceptible de devenir un tyran, élire un sénateur âgé sans expérience militaire, ou tout miser sur le dernier descendant d'une dynastie reconnue. Mais Maximin, toujours calculateur, toujours en avance sur ses rivaux politiques, avait un plan aussi parfait que diabolique. Si Gordien était trop jeune pour véritablement régner, pour prendre des décisions complexes en matière de guerre, de diplomatie et d'administration impériale, il serait le véritable pouvoir derrière le trône d'or, et le garçon serait sa marionnette parfaite, dans tous les sens du terme. Les jours précédant le couronnement furent un tourbillon d'activités frénétiques. Maximin orchestra chaque détail avec la précision d'un général planifiant une campagne militaire. Il soudoya les principaux gardes prétoriens avec des coffres remplis d'oreilles d'or. Il menaça les sénateurs réticents avec de fausses preuves de trahison. Il élimina physiquement les rares personnes qui s'opposaient ouvertement à ses plans. Rome devint un échiquier où les pièces humaines étaient déplacées, sacrifiées ou promues selon la volonté implacable de Maximin. Le Forum romain, cœur battant de la civilisation occidentale, n'avait jamais assisté à un couronnement pareil. Des milliers de citoyens romains, des patriciens vêtus de pourpre aux plébels couverts de poussière, se pressaient entre les colonnes de marbre, criant d'une voix rauque le nom sacré de Gordianugast, tandis que l'enfant,
enveloppé dans la pourpre impériale qui pesait plus lourd que son propre corps, tremblait visiblement sur le sol. Les marches du temple de Jupiter Optimus Maximus. La cérémonie était un spectacle destiné à impressionner à la fois les citoyens et les dieux. Les augures avaient annoncé des présages favorables après avoir examiné les entrailles d'une douzaine de taureaux sacrifiés. Les prêtres chantaient des hymnes antiques tandis que l'encens créait des nuages parfumés qui s'élevaient dans le ciel. Les aigles royaux des légions brillaient sous le soleil méditerranéen, et les trompettes de bronze annonçaient la naissance d'un nouvel Auguste. Mais pour ceux qui connaissaient la vérité, pour ceux qui avaient observé les manœuvres secrètes de Maximin au cours des semaines précédentes, le couronnement avait un arrière-goût amer de farce et de tragédie. Gordien, vêtu d'une robe trop grande pour lui, avec une couronne qui menaçait constamment de lui tomber de la tête, ressemblait davantage à un enfant se déguisant qu'à un empereur légitime. Les mêmes mains qui posèrent la couronne d'or des Césars sur sa tête d'enfant, les mêmes mains qui l'onirent d'huile sacrée et le proclamèrent empereur de Rome devant les dieux et les hommes, étaient les mêmes qui, cette nuit-là même, dans l'intimité des appartements impériaux, le dépouillèrent brutalement de toute dignité humaine et commencèrent à le transformer en quelque chose que même les pires ennemis de Rome n'auraient pu imaginer. Les préparatifs pour cette première nuit d'horreur avaient été méticuleux. Maximin avait vidé le palais de tous ses serviteurs non essentiels. Il avait placé des gardes prétoriens, fidèles à lui seul, à chaque entrée et dans chaque couloir. Il avait préparé une pièce spéciale, à l'écart des principaux espaces du palais, où personne n'entendrait les cris ou les appels à l'aide. « Tu es empereur désormais », dit Maximinus à son neveu cette première nuit en verrouillant la porte des appartements impériaux. « Mais souviens-toi bien qui détient véritablement le pouvoir dans cet empire. Ton corps, ton esprit, ton âme, ta volonté au tout, absolument tout ce que tu es m'appartient désormais, et je veillerai à ce que tu ne l'oublies jamais. » La transformation physique de Gordien commença cette nuit-là. Sous prétexte médical de préparer l'empereur à ses devoirs sacrés les plus délicats, Maximin avait engagé des médecins spécialisés dans des interventions habituellement réservées aux esclaves destinées à des fins spécifiques. L'histoire que vous écoutez n'est pas une fiction, elle est documentée dans des textes historiques cachés dans des archives secrètes pendant des siècles. Si vous souhaitez découvrir d'autres vérités historiques qui changeront votre point de vue sur le pouvoir et la corruption humaine, aimez et partagez cette vidéo. Ce qui se passa dans ces chambres impériales blindées au cours des mois suivants changea à jamais non seulement la vie d'un enfant innocent, mais modifia aussi le cours même de l'histoire romaine et créa des précédents de cruauté qui résonneraient à travers les siècles, tels les échos maudits de la corruption absolue du pouvoir. Les médecins de la cour impériale, hommes ayant juré de protéger la vie et de soulager la souffrance, furent achetés avec des fortunes équivalentes aux trésors de royaumes entiers et menacés de torture à faire pâlir les démons du Tartare. Ils pratiquèrent l'opération de castration dans le plus grand secret, dans une pièce spécialement préparée dans les caves du palais, où les épais murs de pierre absorberaient tout bruit. Le prétexte officiel, soigneusement élaboré et diffusé dans les cercles palatins, était une maladie grave et mystérieuse nécessitant un traitement médical extrêmement délicat et spécialisé. Les rapports médicaux, falsifiés avec d'authentiques sceaux impériaux, décrivait une condition potentiellement mortelle pour le jeune empereur qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate pour sauver non seulement sa santé, mais aussi sa future capacité à diriger l'empire. Pendant des semaines, les citoyens de Rome reçurent des rapports contradictoires sur la santé de leur empereur. Un jour, une nette amélioration était annoncée. Le lendemain, on parlait de rechutes inquiétantes. Les sacrifices au temple se multiplièrent, tandis que les Romains priaient tous les dieux du Panthéon pour le rétablissement de leur jeune chef. Personne ne se demandait pourquoi l'empereur n'apparaissait plus aussi fréquemment en public, ni pourquoi ses apparitions se limitaient à des cérémonies strictement contrôlées où il parlait peu et paraissait physiquement fragile. Gordien perdit bien plus que sa virilité physique durant ces nuits d'horreur chirurgicale. Il perdit sa voix puissante, qui avait récité Virgile. Il avait perdu la force de ses bras qui lui avaient servi à manier les épées d'entraînement. Il avait perdu la confiance dans ses yeux qui brillaient d'une intelligence précoce. Maximin avait minutieusement créé la victime parfaite, un empereur qui dépendrait de lui pour tout, y compris son identité. La guérison physique n'était que le début d'une transformation bien plus profonde et plus perturbante. Tandis que Gordien se remettait de son opération,
confiné dans un lit au sein d'une chambre devenue une luxueuse prison, Maximin entamait la deuxième phase de son plan diabolique, la reprogrammation psychologique complète de son neveu. Dans les couloirs silencieux du palais impérial, où résonnait autrefois le rire joyeux d'un enfant, on n'entendait plus que les murmures nerveux des serviteurs qui commençaient à remarquer des changements inquiétants. Les cris étouffés qui s'élevaient des chambres impériales aux premières heures du matin. Les trous qui s'infiltraient à travers les portes de marbre et la transformation progressive d'un enfant vif et curieux en une ombre silencieuse obéissant à chaque ordre sans protester ni même murmurer. Maximin ne se limitait pas à exercer un contrôle physique sur Gordien. Son objectif était bien plus ambitieux et tortueux. Il voulait posséder totalement l'empereur, le transformant en une extension de sa propre volonté. Pour y parvenir, il mit en place un système de conditionnement combinant douleur physique, humiliation psychologique et récompense soigneusement calculée. Maximin ne se contenta jamais du contrôle politique qu'il exerçait déjà de facto. Son obsession dépassait l'ambition normale. Elle fit de l'empereur du monde connu sa concubine personnelle, l'obligeant à s'habiller de robes féminines en soie transparente dans l'intimité de leur rencontre, à se peindre le visage avec des cosmétiques importés d'Égypte, à se parfumer avec des essences d'Arabie et à se comporter en tout point comme une femme soumise destinée uniquement à satisfaire ses désirs les plus pervers. Des documents historiques de cette période, découverts des siècles plus tard dans des archives secrètes enfouies dans les catacombes de Rome et conservés plus tard dans les archives les plus confidentielles du Vatican, décrivent avec des détails effrayants les abus quotidiens auxquels l'empereur était soumis. Gordien était contraint de servir du vin aux invités politiques de Maximin lors des dîners officiels, vêtu de robes qui féminissaient subtilement son apparence. Et le soir, Maximin lui murmurait « Tu es ma petite impératrice », d'une voix qui exprimait une possession absolue, tandis qu'il soumettait le garçon à des humiliations impossibles à décrire sans profaner la dignité humaine fondamentale. Rome entière te vénère comme son auguste empereur, mais toi et moi savons la vérité sur ce que tu es vraiment. Mon jouet personnel, mon bien le plus précieux, mon secret le plus délicieux. Durant la journée, Gordien devait accomplir ses devoirs impériaux comme si de rien n'était. Il apparaissait en audience publique où il signait des décrets rédigés par Maximin, recevait des ambassades étrangères selon des textes méticuleusement préparés et présidait des procès où il rendait des verdicts qu'il n'avait pas formulés. C'était une performance constante qui exigeait une force mentale surhumaine, mais ceux qui l'observaient attentivement, en particulier les sénateurs les plus âgés qui avaient connu ses prédécesseurs, remarquaient des changements subtils mais inquiétants. Les yeux de Gordien avaient perdu toute la lumière et la curiosité qui les caractérisaient. Ses mouvements étaient devenus plus calculés, moins spontanés. Sa voix, lorsqu'il parlait, semblait venir de loin, comme si le véritable Gordien se cachait au plus profond de lui-même. Le pouvoir absolu, comme l'histoire romaine l'a maintes fois démontré, non seulement corrompt ceux qui le détiennent, mais crée aussi des monstres capables de détruire systématiquement même les plus innocents, les plus purs, ceux qui devraient l'être. Protégés par les institutions mêmes qui prétendent représenter la civilisation et la justice. Tandis que Rome célébrait son jeune empereur à l'extérieur par des fêtes publiques, des processions triomphales et des sacrifices au temple, dans l'enceinte du palais impérial se déroulait une tragédie humaine sans précédent dans l'histoire de la civilisation occidentale, un cauchemar qui allait faire de l'homme le plus puissant du monde la victime la plus impuissante de l'Empire. Gordien avait développé, par pure nécessité de survie psychologique, la capacité surhumaine de se fragmenter mentalement en de multiples personnalités, lui permettant d'évoluer dans différents contextes sans se désintégrer complètement. Durant la journée, il était l'empereur, serein, digne, semblant maître de ses facultés et du destin de l'Empire. Lors des audiences publiques, il parvenait à projeter l'autorité et le sérieux que les citoyens attendaient de leur auguste chef. Mais à la tombée de la nuit, lorsque les torchers du palais s'éteignirent et que les couloirs se remplirent d'ombres dansantes, Gordien se transforma automatiquement en victime silencieuse de Maximin. C'était comme si deux personnes complètement différentes habitaient le même corps, alternant au gré des exigences du moment. Les plus proches serviteurs de l'empereur, ceux dont la discrétion avait été achetée à prix d'or ou garantie par des menaces de mort, commencèrent à remarquer des changements physiques dépassant toute explication médicale. Gordien avait progressivement développé des traits plus délicats et plus féminins. Sa voix était devenue nettement plus aiguë et plus douce.
Ses mouvements avaient acquis une grâce presque féminine, et sa peau avait acquis une douceur qui semblait plus adaptée à une jeune fille romaine qu'à un empereur guerrier. Maximin. La routine quotidienne de l'horreur avait été établie avec la précision d'un rituel religieux pervers. Chaque matin avant l'aube, alors que Rome dormait encore sous le voile étoilé de la nuit, Gordien était réveillé par Maximin par des caresses qui étaient en réalité des actes de possession territoriale. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans l'intimité des appartements impériaux, tandis que Maximin lui expliquait méticuleusement les décisions politiques qu'il devait prendre ce jour-là, les mots exacts qu'il devait prononcer en audience, les gestes précis qu'il devait accomplir lors des cérémonies publiques. « Souviens-toi toujours », lui murmurait Maximin à l'oreille en caressant les cheveux blonds de sa fille. « Je te prie de m'excuser, neveu », avec une tendresse plus terrifiante que toute violence ouverte. « Chaque décret que tu signes de ton sceau impérial, chaque loi que tu votes au Sénat, chaque décision que tu prends en tant qu'empereur de Rome, tu le signes aussi de ton corps, de ta soumission, de ton obéissance absolue à mon égard. Tu es à moi, corps et âme, et ne l'oublie jamais. » Les audiences publiques du Forum romain étaient devenues des représentations théâtrales élaborées où chaque geste, chaque mot, chaque expression du visage avait été répété à la perfection. Gordien avait appris à sourire au bon moment lorsque les citoyens l'acclamaient, à ressentir une gravité impériale lorsque les sénateurs présentaient des propositions, à prononcer des discours entièrement écrits par Maximin avec une conviction qui semblait sincère, mais qui relevait de la pure comédie née de la survie. Il était un empereur fantoche au sens propre du terme. Mot littéral et terrible. Ses liens invisibles s'étendaient jusqu'aux mains de Maximin, qui contrôlait dans l'ombre tous les aspects de leur vie publique et privée. Les citoyens de Rome, ignorant l'horrible vérité cachée derrière la façade impériale, voyaient en Gordien la continuation d'une noble dynastie et l'espoir d'une stabilité pour l'Empire. Mais quelque chose de fondamental commença à changer lorsque Gordien eut 15 ans, lorsque son corps et son esprit furent suffisamment mûrs pour saisir pleinement l'ampleur de ce qui lui était infligé. Les abus constants, paradoxalement, avaient créé une résilience intérieure, une volonté secrète que même le calculateur Maximin n'avait pas anticipée dans ses plans les plus méticuleux. Les changements furent subtils au début, si imperceptibles que même Maximin ne les remarqua pas. Gordien commença à poser des questions pendant ses cours de politique du matin, des questions apparemment innocentes, mais qui révélaient un esprit qui avait commencé à analyser et à questionner plutôt qu'à simplement obéir. Il commença à observer de plus près les réactions des sénateurs lors des audiences publiques, étudiant leurs visages, mémorisant leurs noms, évaluant leur loyauté. Dans les moments les plus sombres de son cauchemar personnel, alors que Maximin croyait avoir un contrôle total et absolu sur tous les aspects de la vie de son neveu, Gordien entreprit de planifier ce que personne, pas même les dieux de l'Olympe, n'aurait imaginé de la part d'un enfant aussi brutalement brisé, sa vengeance méticuleuse et parfaite. Pendant les nuits, dans ces moments terribles. Après que Maximin eut terminé ses abus et sombré dans un profond sommeil alimenté par le vin et une satisfaction perverse, Gordien resta éveillé dans l'obscurité, les yeux fixés sur le plafond de marbre, planifiant son esprit, trempé par la souffrance comme l'acier est trempé dans le feu, avait développé une clarté et une détermination qui auraient étonné ses anciens tuteurs. Il commença à écrire en secret, utilisant de l'encre faite de charbon de bois broyé et d'eau sur de petits morceaux de parchemin volés aux scribes impériaux. Des lettres adressées à des sénateurs précis dont il avait soigneusement étudié la loyauté. Des documents détaillant avec une précision chirurgicale tout ce qu'il avait enduré. Des preuves vérifiables par des témoins vivants encore au palais. Il conservait ces lettres compromettantes dans une niche qu'il avait patiemment creusée derrière une statue de Vénus dans ses appartements privés, une cachette qu'il avait choisie avec un symbolisme délibéré. La déesse de l'amour protégeait les preuves de son viol. Chaque nuit, il ajoutait des détails, des noms, des dates, construisant méticuleusement un dossier irréfutable le moment venu. Gordien avait appris la leçon la plus importante qu'un homme politique romain puisse apprendre, la patience. Il savait qu'il n'aurait qu'une seule chance de détruire Maximin. Et cette opportunité devait être parfaite, sans aucune marge d'erreur ni d'échappatoire. À 16 ans, après 3 années d'abus systématiques qui auraient anéanti n'importe qui d'autre, Gordien avait trouvé des alliés inattendus dans les recoins les plus sombres et les plus oubliés du palais impérial.
Des gens dont la loyauté envers le véritable empereur avait survécu aux plus profondes corruptions du pouvoir de Maximin. Flavia était une esclave grecque d'une beauté et d'une intelligence extraordinaire, arrivée au palais grâce à un tribut envoyé par les cités-États d'Athènes et de Corinthe. Contrairement à la plupart des domestiques du palais, soigneusement sélectionnés et achetés par Maximinus pour s'assurer leur loyauté, Flavia avait été chargée de nettoyer les appartements impériaux avant que Maximinus ne puisse la remplacer par du personnel en qui il avait confiance. Dès le début, Flavia avait été témoin silencieuse des horreurs nocturnes. Pendant des mois, elle avait nettoyé les traces matérielles des sévices, soigné discrètement les blessures de Gordien et lavé les larmes de sang des draps impériaux. Mais contrairement à d'autres serviteurs qui avaient choisi la cécité et la surdité comme stratégie de survie, elle avait tout documenté mentalement, attendant une occasion d'agir. Sa loyauté allait à l'empereur légitime, et non à son agresseur. Flavia était issue d'une famille d'érudits athéniens qui enseignaient depuis des générations que la justice et la vérité étaient des valeurs supérieures à la survie personnelle. Elle avait été formée à lire et à écrire plusieurs langues, des compétences qui faisaient d'elle bien plus qu'une simple esclave domestique. La relation entre Gordien et Flavia commença par des échanges de regards significatifs lors des nettoyages matinaux. Elle évolua progressivement vers des murmures discrets, puis vers des conversations approfondies en grec classique, une langue que Maximin ne maîtrisait pas et qui leur fournissait donc un code secret pour communiquer. Égaste lui murmura un soir, tandis qu'il appliquait des onguents cicatrisants sur les dernières blessures de Gordien, dans un grec si pur qu'il aurait fait pleurer Homère. Il y a des sénateurs à Rome qui soupçonnent qu'un événement terrible se trame dans ce palais. Des sénateurs dont la loyauté envers la véritable dignité impériale demeure intacte. Qui serait prêt à agir avec détermination s'il disposait de preuves irréfutables de ce qui se passait ici? Le plan de vengeance prit lentement forme grâce à la patience des dieux immortels et à la précision des meilleurs stratèges militaires de Rome. Flavia entreprit de documenter systématiquement les abus, créant un dossier détaillé incluant les dates exactes, les témoignages oculaires et des preuves matérielles vérifiables par des médecins indépendants. Il profita de son accès privilégié aux appartements impériaux pour photographier mentalement chaque détail susceptible de servir de preuve. Pendant ce temps, Gordien perfectionnait sa performance diurne en un chef-d'œuvre de tromperie. Durant la journée, il était plus soumis que jamais à Maximin, lui souriant avec une douceur qui semblait sincère, lui obéissant avec une promptitude qui suggérait l'adoration, allant même jusqu'à initier les démonstrations d'affection exigées par son oncle. Mais chaque geste de sa mission était une performance calculée. Chaque sourire masquait une détermination d'acier. Au cours de la journée, Gordien était devenu l'acteur le plus accompli de tout l'Empire romain. Il souriait à Maximin avec une tendresse qui aurait convaincu Cupidon lui-même. Il lui obéissait avec une promptitude qui suggérait une dévotion absolue. Elle commença même les démonstrations d'affection intime que son oncle exigeait pour confirmer sa domination totale. Mais chaque caresse était un acte parfait, chaque baiser un mensonge calculé, chaque geste de sa mission un pas de plus vers sa vengeance ultime. Les informations que Flavia avait commencé à recueillir étaient dévastatrices. Les noms des médecins ayant participé à la castration forcée, les dates des abus spécifiques qui pourraient être corroborés par les changements dans le comportement public de l'empereur et les descriptions détaillées des blessures qui ne pourraient avoir été causées que par des violences sexuelles systématiques. Mais l'élément le plus marquant de sa preuve résidait dans les dessins. Flavia avait développé des talents artistiques exceptionnels durant ses études à Athènes et les avait utilisés pour créer des représentations graphiques précises des blessures, des marques et des preuves matérielles des abus. Ces dessins, réalisés avec une précision anatomique rivalisant avec celle des meilleurs médecins de l'Empire, constitueraient la preuve la plus choquante de toutes. L'occasion idéale se présenta lors du Sidus de Marcius en 241, lorsque Maximin décida d'organiser un dîner spécial avec les sénateurs les plus puissants et les plus influents de Rome. Il s'agissait en apparence d'une célébration des 3 années de règne glorieux de Gordien, mais en réalité, il s'agissait d'une démonstration de pouvoir où Maximin comptait afficher son emprise totale sur l'empereur devant les plus importants dirigeants politiques de l'Empire. Comme le voulait la coutume lors de ces occasions solennelles, Gordien servait personnellement du vin à chaque invité, vêtu de robes spéciales que Maximin avait soigneusement choisies pour l'occasion. Des robes de soie qui soulignaient subtilement les traits féminins, des bijoux traditionnellement portés par les femmes,
des parfums aux effluves associés à la féminité. C'était une humiliation publique déguisée en honneur cérémoniel. Mais ce soir-là, au lieu de servir uniquement du vin importé des meilleurs vignobles de l'Empire, Gordian prévoyait de servir quelque chose d'infiniment plus puissant et transformateur, la vérité pure et sans mélange. Tandis qu'il préparait le dîner, Gordian et Flavia exécutèrent la phase finale de leur plan avec une coordination qui aurait impressionné les meilleurs généraux romains. Chaque parchemin avait été méticuleusement préparé. Chaque dessin avait été vérifié pour en vérifier l'exactitude. Chaque détail avait été étudié sous plusieurs angles afin de garantir un impact maximal et irréfutable. Pensez-vous que le plan de vengeance de Gordian a réussi? Oximinus a-t-il découvert le complot avant qu'il ne soit mis à exécution? Les minutes qui suivent vous dévoileront l'un des affrontements les plus choquants de l'histoire romaine. Commentez ce qui s'est passé et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette histoire incroyable. Ce qui s'est passé lors de ce dîner fatidique au palais impérial a changé à jamais le destin de l'Empire romain, modifié le cours de l'histoire occidentale et scellé le destin tragique mais héroïque de Gordian III, prouvant que même dans les circonstances les plus désespérées, la vérité et la justice peuvent trouver le moyen de prévaloir sur la corruption la plus absolue. La grande salle de banquet avait été préparée avec un luxe qui rivalisait avec les célébrations des dieux de l'Olympe eux-mêmes. Des tables en marbre importées d'Égypte abritaient de la vaisselle en or pur, tandis que des lampes à huile parfumée créaient une lueur chaleureuse qui faisait resplendir les statues des anciens empereurs. Les sénateurs les plus puissants de Rome, vêtus de leurs toges de cérémonie brodées de pourpre, étaient assis sur des divans disposés selon des protocoles reflétant des siècles de tradition politique. Maximin présidait la réunion depuis une position élevée, rayonnant de satisfaction et de confiance absolue. À ses côtés, Gordian attendait en silence le début du service des vins, vêtu de la robe humiliante choisie par son oncle, feignant la soumission parfaite qu'il avait acquise au fil des années de performances forcées. Tandis qu'il versait cérémonieusement le vin importé des meilleurs vignobles de Gaule dans le verre de chaque sénateur, avec la grâce féminine qu'il avait été contraint de développer, Gordian glissait discrètement de petits parchemins à côté de chaque verre. Ils ne contenaient pas de mots écrits, mais quelque chose d'infiniment plus puissant et communicatif, les dessins minutieusement détaillés que Flavia avait créés, représentant avec une précision anatomique les blessures, les marques et les traces physiques d'années de maltraitance systématique. Les sénateurs, d'abord absorbés par des conversations politiques routinières sur les impôts provinciaux et les mouvements de légion, commencèrent à dérouler les rouleaux avec une curiosité désinvolte. Mais à mesure que leurs yeux traitaient les images qui se présentaient à eux, leur visage passait progressivement d'un intérêt politique désinvolte au choc le plus profond, puis à l'horreur absolue, et enfin à une colère qui ébranla les fondations mêmes du palais. Lucius Bobo, le sénateur le plus ancien et le plus respecté de Rome, un homme dont l'intégrité avait survécu à 4 empereurs différents et dont la parole avait plus de poids que l'or dans les plus hautes sphères politiques, fut le premier à saisir pleinement les implications de ce qu'il voyait. Ses mains, qui avaient signé les traités définissant les frontières impériales, tremblaient devant la preuve d'une trahison qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer dans l'histoire romaine. Le silence qui s'abattit sur la salle de banquet était plus menaçant que n'importe quelle tempête. Un à un, les sénateurs levèrent les yeux de leur parchemin pour contempler Gordian avec une compréhension nouvelle et terrifiante. Les pièces du puzzle qu'ils observaient depuis des années se mirent enfin en place. Les changements dans le comportement de l'empereur, son apparente fragilité physique, son étrange dépendance envers Maximin, tout cela prenait une signification sinistre à la lumière des preuves désormais disponibles. Maximin, absorbé par sa propre satisfaction et confiant dans sa maîtrise totale de la situation, ne remarqua d'abord pas les changements d'atmosphère dans la pièce. Il continua à parler des projets d'avenir de l'Empire, des réformes qu'il comptait mettre en œuvre au nom de l'empereur, complètement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer définitivement. Lucius Balbus se leva lentement de son canapé, avec la dignité accumulée au cours de décennies de service à l'État romain. Il marchait d'un pas décidé vers Maximin et, d'une voix qui fendit l'air comme un gladius parfaitement forgé, prononça les paroles qui allaient changer le destin de l'Empire. Calus Julius Verus Maximin, au nom du Sénat et du peuple romain, au nom de la dignité impériale et de la justice divine, je t'accuse formellement de haute trahison envers la personne sacrée de l'empereur. La réaction de Maximin fut explosive et immédiatement auto-incriminante.
Au lieu de nier les accusations avec l'indignation d'un innocent, sa colère le trahit complètement. Il se jeta sur Gordien comme un animal blessé, hurlant des obscénités qui confirmaient tout ce que les sénateurs avaient déduit des preuves visuelles. « C'est à moi. » Maximin rugit en essayant d'entraîner Gordien hors de la pièce, perdant complètement le contrôle qu'il avait conservé pendant des années. « Je l'ai fait empereur. Je lui ai donné le pouvoir. Je peux faire de lui ce que je veux. Il est ma propriété, mon jouet, ma petite concubine impériale. » Ces paroles prononcées devant les sénateurs les plus puissants de Rome scellèrent irrévocablement son sort. Les gardes prétoriens présents, partagés entre leur loyauté traditionnelle envers Maximin et l'influence morale des révélations, hésitaient à des moments cruciaux, permettant aux sénateurs d'agir avec l'autorité morale que leur conférait la connaissance de la vérité. Lucius Balvo, sans hésiter, sortit le glaive de cérémonie qu'il portait comme symbole de son rang sénatorial et le planta directement dans le cœur de Maximinus. La mort fut instantanée, mais les dommages psychologiques et émotionnels qu'il avait infligés au fil des ans étaient irréversibles. Gordien était enfin libéré de son agresseur, mais le traumatisme avait fondamentalement détruit sa capacité à gouverner efficacement et à faire confiance à la nature humaine. Les 3 années suivantes du règne de Gordien furent un déclin progressif mais inexorable. Sans la pression et la manipulation constante de Maximin, mais aussi sans la structure psychologique que cette oppression avait créée comme mécanisme de survie, le jeune empereur sombra dans une profonde dépression qu'aucun médecin de l'Empire ne put guérir. Rome avait désespérément besoin d'un chef fort, d'un empereur capable de prendre des décisions difficiles et de mener des légions au combat. Mais Gordien n'était plus l'enfant brillant et prometteur qu'il était avant son couronnement. C'était un survivant brisé, tentant de diriger l'empire le plus puissant du monde avec une âme brisée en 1000 morceaux qui ne pourrait jamais être complètement réparée. En 244, lors d'une campagne militaire contre les Perses aux frontières orientales de l'empire, Gordien III mourut dans des circonstances que les historiens officiels qualifièrent d'héroïques au combat. Cependant, l'analyse moderne des sources historiques disponibles suggère fortement qu'il se serait suicidé. La décision finale d'un homme qui avait épuisé sa capacité à continuer à vivre avec le souvenir de ses souffrances. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il mourut dans les sables de Mésopotamie. Il avait été empereur pendant si longues et douloureuses années, mais il n'avait vécu que 16 ans en être humain libre, sans atteinte à sa dignité fondamentale. L'histoire de Gordien III nous confronte à des vérités dérangeantes sur la nature du pouvoir absolu et nous rappelle que la corruption humaine ne connaît aucune limite lorsqu'elle ne rencontre aucune résistance. Elle nous enseigne également que même dans les circonstances les plus désespérées, la dignité humaine peut trouver le moyen de s'affirmer et que la vérité, aussi terrible soit-elle, finit par émerger. À une époque où nous croyons naïvement avoir progressé en tant que civilisation, où nous supposons que les horreurs du passé ne peuvent pas se répéter, l'histoire de cet enfant empereur nous montre que les abus de pouvoir, la manipulation systématique et l'exploitation des personnes vulnérables ont existé tout au long de l'histoire de l'humanité et continuent d'exister sous des formes que nous préférons souvent ne pas reconnaître. Gordien III était empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son temps, mais avant cela, et plus fondamentalement, il était un enfant qui méritait protection, amour et dignité. Son histoire ne doit être ni oubliée ni minimisée, car elle reflète l'éternel combat entre l'innocence et la corruption du pouvoir, entre la justice et l'impunité, entre la vérité et les mensonges que les puissants construisent pour protéger leurs crimes. Si cette histoire vraie vous a autant choqué que toute personne dotée d'une conscience, partagez-la. Les victimes d'abus de pouvoir méritent que leur histoire soit racontée et commémorée, quel que soit le nombre de siècles écoulés depuis leur souffrance. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui changeront à jamais votre regard sur l'histoire humaine et la nature du pouvoir.